Sur ce panel, nous allons voir quelques outils que nous pouvons utiliser pour véritablement documenter ces censures-là. Parce que parfois, nous nous retrouvons dans des pièges, quand bien même il y a eu véritablement censure bien coupure, ou dans d'autres cas, c'est une erreur, il n'y a pas de coupure, mais on se retrouve, et lorsque nous nous retrouvons en face des juridictions, nous avons des difficultés à présenter des preuves, ce qui ne permet pas vraiment de faire une pression vraiment spécifique sur les auteurs de ces censures-là. C'est pourquoi je vais tout de suite commencer par nous parler d'une application que nous pouvons, qui est très pratique, qui est gratuite d'ailleurs, auquel nous pouvons faire recours lorsque nous nous retrouvons dans des situations où nous avons l'impression qu'il y a censure ou d'Internet. La première des choses que nous devons faire, c'est ne pas tout de suite de dénoncer, c'est d'abord de pouvoir documenter, avoir la preuve, parce qu'il peut arriver des fois où c'est peut-être le fournisseur d'accès qui a un souci et par coïncidence, c'est au moment où nous organisons peut-être un événement important qui devrait normalement avoir des impacts positifs en ce qui concerne les changements positifs auxquels nous nous attendons en tant que défenseurs des droits. Et tout de suite, sans avoir la preuve dédocumentée, parfois nous commettons l'erreur de dénoncer déjà qu'il y a une coupure volontairement opérée par les gouvernements. Alors, comme premier outil que je voudrais partager, je voudrais d'abord parler un peu de ONIPROBE. ONIPROBE, c'est un outil qui, sécurisé d'ailleurs, gratuit, que nous avons la possibilité d'avoir sur notre smartphone ou bien sûr notre ordinateur, et que nous pourrions utiliser lorsque nous nous retrouvons dans des cas où nous avons l'impression qu'il y a eu censure ou coupure d'Internet. La particularité de cet outil, c'est que facilement, nous n'avons pas besoin d'avoir une compétence technique pour l'utiliser. Et il suffit simplement de travailler à se former un peu avec des tutos en ligne, en 1 ou 2 heures de temps, c'est bon, c'est très pratique. Et avec ONIPROBE, nous avons en quelques minutes le résultat, si véritablement la zone dans laquelle nous nous trouvons se retrouve effectivement coupée de l'Internet, ou bien si effectivement le réseau social que nous sommes en train d'utiliser l'accès est vraiment bloqué, que ce n'est pas peut-être une panne technique qui ne dépend ni de l'État ni du fournisseur d'accès. L'autre outil dont j'ai envie de parler, c'est également, il y a le NetBlocks. Le NetBlocks qui est une organisation, mais travaille à... Parce que quand on prend le ONIPROBE, c'est l'insuffisance que ça présente, c'est que c'est au niveau local simplement qu'on peut l'utiliser. Je ne peux pas, par exemple, être dans une zone A alors que le pays est subdivisé en plusieurs zones de A à Z et pouvoir systématiquement affirmer que parce que dans le test que j'ai fait dans la zone A est systématiquement valable
dans toutes les zones du pays. Et si c'est un matériel du fournisseur d'accès qui est défectueux dans la zone où j'ai fait mon test à partir de mon téléphone, peut-être que dans les autres zones, il n'y a pas le même problème. Mais si je dénonce tout de suite à partir du résultat que j'ai de Onipro, c'est qu'il y a problème parce qu'il faut aller un peu plus loin. C'est pourquoi parfois, lorsque nous faisons ce constat, c'est toujours souhaitable de remonter peut-être au niveau de l'outil que nous offre NetBlocks et de voir, parce que NetBlocks, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le seul qui fournit en un temps record des rapports sur les coupures d'Internet dans les pays. Et généralement, lorsque nous faisons le constat en utilisant Onipro, nous pouvons aller sur la plateforme voir est-ce que ils ont publié régulièrement des cartes. C'est confirmé que dans tel état, il y a eu coupure volontaire au niveau des gouvernants et voir un peu si c'est conforme à ce que nous avons obtenu comme résultat en faisant le test avec Onipro. L'autre chose auquel nous devons, en tant que défenseurs des droits, auquel nous devons faire attention, c'est que dans certains États, nous devons faire attention dans l'utilisation de Onipro. D'abord, c'est une application qui nous offre la possibilité de le personnaliser. Nous avons l'accès au code, donc nous pouvons trouver le moyen de faire des personnalisations. Mais pour préserver notre sécurité, il serait souhaitable de faire en sorte que ce soit dans un espace public partagé qu'on l'utilise. Parce que dans certains pays, c'est vrai, je n'ai pas envie de citer des pays, mais dans certains pays, en l'utilisant dans un espace privé, nous pouvons facilement nous retrouver pris dans les mailles des gouvernants qui n'auraient pas souhaité que cette preuve-là se retrouve là où il ne faut pas. Donc, c'est toujours bon de prendre ces précautions dans son utilisation. Et lorsque nous faisons le test et que nous remarquons que également dans les rapports en ligne, bien les cas publiés par au niveau de Blocks, nous avons la confirmation qu'il y a une coupure d'Internet dans le pays. Ce n'est que là, parce que avec NetBlocks, les résultats qu'ils publient sont fiables. Parce que ce sont ces résultats-là que normalement les journalistes relaient, les organisations de la société civile, même je crois que les Nations Unies également considèrent leur source comme étant une source fiable. Donc, en dehors de ces outils, il faut aussi peut-être faire recours parfois. Il y a Access Now qui travaille dans une coalition de près de 100 organisations. Je crois que c'est la coalition OpenIT, je crois. Bon, ils ont une plateforme, il y a une plateforme appelée Helpline. C'est une plateforme d'assistance en ligne où lorsque nous nous retrouvons dans des conditions où nous faisons le constat de ce qu'il y a coupure ou bien il y a censure, nous pouvons demander une assistance en ligne et rapidement, eux, ils sont speed, ils peuvent interagir avec nous. C'est une assistance personnalisée, interagir avec nous. Seulement que là, encore, le problème, c'est que nous avons déjà la difficulté d'accès à Internet parce que c'est coupé. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi
nous devons, en tant que défenseurs, travailler à l'utilisation pendant ces moments-là du VPN. Et l'autre chose que nous devrions également, auquel nous devons faire attention, c'est que généralement, lorsque nous utilisons des outils comme OniPro, nous faisons des tests, nous avons les informations que nous capturons, nous gardons. Parfois aussi, il faut faire attention aux résultats que nous avons capturés. Parce qu'il faut sécuriser ces informations-là. Si nous avons déjà dénoncé et que ces informations se retrouvent seulement dans notre téléphone, bon, à tout moment, le téléphone peut se perdre ou bien on peut facilement trouver le moyen de nous empêcher de pouvoir utiliser cette donnée-là au moment où il faut. Au niveau de NetBlocks, c'est que nous allons voir lorsque la censure ou la coupure est faite, NetBlocks, à leur niveau, eux, ils publient et ils informent que dans tel pays, il y a eu censure, il y a eu coupure, mais sans précision. Merci, M. Kocho, pour nous avoir mis au parfum des outils de la conduite à tenir dans les cas de censure et de fermeture. Sans transition, je vais passer la parole à Mme Ginette pour nous entretenir sur la liberté de la presse et défenseur de l'environnement. Merci, Dr Sandrine. Comme vous venez de l'annoncer, je vais m'entretenir avec vous sur la liberté de la presse et défenseur de l'environnement. Vous n'êtes pas sans savoir que les organisations féministes que nous sommes, nous travaillons généralement avec les médias. Et nos activités sont relayées à travers ces médias. Mais dans la mise en œuvre de ces activités, il est souvent constaté certains faits. Et permettez que ma communication sera plus appesantie sur les réalités des OSC. Voilà. Donc, je disais que nous travaillons avec les médias pour nos différents projets, nos différentes activités. En organisant soit des émissions, en publiant nos activités sur les plateformes, en tenant des forums communautaires et autres. Donc, ces espaces médiatiques constituent un mécanisme local et déjà opérationnel qui favorise la liberté d'expression, quoi qu'on dise, et l'accès à l'information et la participation des communautés au débat sur les droits humains, notamment en matière de prévention et de lutte contre les VBG et les violences basées sur le genre facilitées par les technologies. Toutefois, compte tenu de la sensibilité des sujets que nous abordons et aussi des témoignages diffusés et des risques de représailles, de stigmatisation auxquels peuvent être exposés les survivantes et les défenseurs des droits humains, il serait pertinent, à mon avis, de renforcer ce dispositif par l'élaboration et la mise en œuvre d'un protocole de sécurité spécifique. Parce que la femme qui, lors d'une activité, accepte de témoigner des représailles dont elle est victime, il faut qu'elle soit protégée. Parce que ce qui se passe, surtout lorsqu'on est en communauté, il y a d'autres personnes de cette même communauté qui vont, peut-être que la femme est victime de VBG, dont l'auteur est le mari, par exemple,
c'est un exemple parmi tant d'autres. Des gens peuvent quitter cette séance et aller tout rapporter à son mari comme quoi la femme a dit si et ça. Donc il faudra quand même qu'on mette un dispositif en place pour sécuriser ces personnes qui font des témoignages de façon ouverte. Donc l'adoption de ce protocole contribuerait à créer un environnement médiatique plus sûr, à encourager la prise de parole des survivantes sans toutefois les exposer à de nouveaux risques. Et ça permet aussi de renforcer la crédibilité ainsi que l'approche éthique des actions de sensibilisation des défenseurs des droits de femmes que nous sommes. Donc, je parlais tantôt du protocole et ce protocole doit prévoir des mesures garantissant l'anonymat, la confidentialité des informations personnelles, le consentement libre et éclairé avant toute diffusion, et aussi l'évaluation préalable des risques, ainsi que des mécanismes de protection physique, psychologique et numérique des personnes témoignant à l'antenne lorsqu'il s'agit des émissions radiophoniques. Pour l'exemple que je viens de donner tantôt, la femme qui témoigne ouvertement, pour la protéger, on peut habilement l'arrêter sans trop l'offusquer et la recevoir à part pour qu'elle puisse s'ouvrir. Là, les autres participantes et participants ne sauront pas ce qu'elle a dit. Là, elle est plus protégée. Mais si elle raconte tout, elle risque des représailles auprès de son mari ou bien auprès des familles de son mari. Donc, cette réticence est motivée par la crainte, et c'est normal que les informations partagées ne soient divulguées. Et cette observation met en évidence l'importance de renforcer les mécanismes de confidentialité et de protection des participantes de nos activités. Nous sommes, je crois qu'il y a beaucoup d'OSC ici. Est-ce que autant que nous sommes lors de nos activités, nous prenons toutes ces mesures pour garantir la confidentialité, pour protéger, d'abord nous protéger nous-mêmes en tant que défenseurs et protéger les femmes qui osent parler, qui osent partager avec nous les réalités qu'elles vivent dans leur localité ou les réalités que d'autres femmes vivent dans leur localité en termes de violation de leurs droits. Donc c'est important pour nous de prendre toutes ces mesures. Et il n'y a pas que les femmes défenseurs, il y a aussi les femmes journalistes elles-mêmes qui sont exposées. Parce qu'une émission qui a été organisée dans un studio de radio, animée par une femme journaliste ou même un homme, après l'émission, certaines personnes peuvent subir des intimidations. Donc, c'est très important de prendre les mesures et selon l'UNESCO, 41% des femmes journalistes déclarent avoir subi du harcèlement sexuel, verbal ou physique. Et 4 victimes sur 5 ne signalent pas les faits par peur des représailles. Voilà ce qui nous tue. Le silence coupable. Le silence coupable, ce n'est pas moi qui vais le dire. Et on subit en silence toute forme de discrimination de nos droits. Donc, il est important de dénoncer
de dénoncer les violations de notre droit. Et cette autocensure des femmes journalistes affecte directement la couverture des sujets sensibles comme les VBG. Parce que de vous à moi, pour une autre fois, cette dernière va refuser de conduire votre émission parce qu'elle a peur des représailles. Donc, il faut toujours des mesures pour corriger la situation. Et nous devons également éduquer, sensibiliser la communauté à travers des programmes communautaires montrant que l'accès à une information fiable améliore la connaissance des droits, augmente le recours aux services de prise en charge. Parce que lorsque tu ne dis pas ce dont tu souffres, tu ne pourras pas être soigné, tu ne pourras pas être pris en charge. Et ça favorise le signalement des violences et réduit la tolérance sociale envers les violences faites aux femmes. Également, il est important de former les journalistes à la sécurité numérique sensible au genre. Parce qu'il y a encore, c'est vrai, le travail se fait, mais on doit renforcer ce qui se fait pour que les journalistes soient vraiment sensibles au genre et qu'elles soient également protégées. Et je vais aborder d'autres indicateurs, par exemple, qui pourraient nous aider. Il y a le nombre de campagnes médiatiques communautaires sur les VBG diffusées chaque année, qui permet de mesurer l'effort de sensibilisation au niveau national et au niveau régional. Il y a également le pourcentage de communautés qui déclarent connaître les mécanismes de signalement des VBG. Cet indicateur permet de mesurer l'effet des campagnes d'information sur les populations et aussi le nombre de partenariats entre OSC, médias et institutions publiques sur la prévention des VBG, ce qui favorise une meilleure coordination des actions. Nous devons être en coalition. Ensemble, on est plus fort. Et en tant qu'OSC, je ne maîtrise pas les réalités des autres pays, mais pour le Bénin, nous devons taire nos querelles et savoir que nous n'avons qu'un seul objectif, la protection des droits des femmes. Je vais partager avec vous quelques chiffres clés. 3 960 violations contre les défenseurs des droits humains recensés dans 19 pays en 2025. Ces chiffres ont été tirés de Frontline Defender. Et 358 défenseurs tués dans le monde en 2025 en raison de leur travail de défense des droits humains. Et 4 femmes journalistes victimes sur 5 ne signalent pas les violences qu'elles subissent, principalement par crainte de représailles. Et en Afrique de l'Ouest, les études régionales soulignent une augmentation des menaces, du harcèlement judiciaire, de la surveillance numérique et des arrestations arbitraires visant les défenseurs des droits humains dans un contexte de rétrécissement de l'espace civique. Et quelles sont les lacunes législatives ou réglementaires que nous notons? Au Bénin, les données nationales sont relativement abondantes en matière de violences basées sur le genre, grâce notamment aux enquêtes démographiques et de santé et au système de collecte mis en place par les ministères concernés. En revanche,
les données relatives aux représailles subies par les défenseurs des droits humains à la suite d'une prise de parole médiatique restent très limitées, voire inexistantes. À notre connaissance, aucune institution nationale ne publie à ce jour de statistiques officielles consolidées sur cet indicateur. Dans ce cas, il conviendra donc, dans l'attente d'un dispositif de suivi dédié, de privilégier une approche qualitative fondée sur la documentation des cas, tout en proposant la mise en place de cet indicateur comme un futur mécanisme de suivi structuré. Toutefois, ce vide statistique documenté indirectement par ce vide statistique est toutefois documenté par plusieurs organisations internationales telles que les Nations Unies, l'UNESCO, Civicus et Frontline Defender, qui relèvent un rétrécissement progressif de l'espace civique béninois. Ces organisations soulignent la nécessité de renforcer la documentation systématique des cas de harcèlement, de poursuites judiciaires abusives et d'intimidation visant les défenseurs des droits humains. Donc voilà, chers participantes et participants, ce que j'ai à partager avec vous sur la liberté de la presse et les défenseurs des droits des femmes. Je vous remercie pour votre aimable écoute. Merci, Madame Ginette. Il faut mettre l'accent sur le fait que, en tant que nous sommes tous ici des citoyens forcément d'un pays. Et à partir du moment où nous bougeons, nous menons des activités, nous menons des achats, nous participons activement à la vie quotidienne, c'est que forcément nous produisons des données et nous contribuons également à la production des données. Et à proprement parler, on ne devrait pas enfreindre donc à ce droit-là du numérique. On ne devrait pas restreindre notre espace numérique en ne nous donnant pas accès aux données numériques. Et là, je débouche sur le Open Data qui, en termes clairs, constitue, ou je ne sais pas, se traduit par l'accessibilité des données. Et quand on parle d'Open Data, il faut beaucoup plus se focaliser sur, je vais dire, les grandes données, parlant des données, des statistiques étatiques, auxquelles, par exemple, les citoyens devraient librement avoir accès. Par exemple, le budget de l'État ou encore le budget des collectivités territoriales. Vous savez, nous sommes au Bénin et je dirais que l'autre nom du Bénin par rapport à ceux-là qui visitent le Bénin, c'est l'Amazone. Je pense qu'on a donné tout le temps ce slogan-là dans cette salle aujourd'hui. Mais je ne sais pas combien, par exemple, de citoyens béninois sont capables de dire que c'est un budget d'un montant X qui a servi à réaliser cette effigie connue de tous. Donc, c'est par exemple des restrictions que l'on note lorsqu'on parle des données auxquelles, en tant qu'activistes, féministes, défenseurs des droits de l'homme, nous devons vraiment faire attention et proposer des solutions afin que lorsqu'on parle des open data, ce soit vraiment des open data. Alors, je parlerai également des open source. Et lorsqu'on parle des open source, il s'agit des intelligences artificielles dont les codes et les modèles sont accessibles librement au public et répondent donc aux caractéristiques que sont par exemple la transparence, l'adaptabilité. Et parlant des données disponibles, toujours concernant les open data, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les statistiques nationales, il y a les recensements, il y a les données liées à la santé, à l'éducation, les données liées également aux universités.
il faut dire qu'il y a des insuffisances que l'on peut noter de manière globale au niveau donc des données qui ne sont pas disponibles. Ce n'est pas forcément le cas du Bénin, mais c'est le cas de plusieurs pays d'Afrique. Si je suppose que je suis une étudiante et que je réside par exemple dans le nord du Bénin et que je souhaiterais m'inscrire par exemple à l'université d'Abomey-Calavi, en temps normal, je devrais pouvoir avoir accès à des données qui vont me donner toutes les informations nécessaires sur la ville, le coût de la ville, le coût de l'appartement, le coût de la nourriture ou autre. Je n'aurai pas besoin d'appeler un ami ou de demander des renseignements à des proches. Et nous savons tous bien que ce n'est pas encore le cas, même si en termes de données, il y a des avancées. Je parlerai également des risques et atténuations en ce qui concerne les données. Et en matière de risques, je vais beaucoup plus mettre l'accent sur les risques sécuritaires. Déjà, en tant qu'organisation féministe, défenseur des droits de l'homme, hommes de médias ou autres, nous devons beaucoup faire attention à la manipulation des données, quitte à savoir que dans nos organisations, il nous reviendra de mettre, par exemple, en tant que responsable, à la disposition des membres de nos équipes les données dont ils ont spécifiquement besoin, mais pas les données globales. J'explique. Si je suppose que je suis par exemple dans une organisation féministe et qu'on a participé à un atelier dont les bénéficiaires par exemple étaient des survivants de VBG ou des survivants de VFF, je n'aurai pas besoin en tant que responsable de mettre les informations concernant ces filles bénéficiaires assez sensibles-là à la disposition de toute l'équipe si ce n'est pas nécessaire et si ce n'est pas dans le cadre du travail. S'il y a un chargé de programme dans l'organisation, on met à sa disposition le strict ce dont il a besoin pour éviter les risques sécuritaires en réalité. Et également, je dirais qu'il faut préconiser par exemple comme outil de communication entre équipes, par exemple Signal, au lieu d'utiliser WhatsApp. Signal est beaucoup plus conseillé parce que Signal protège nos données. Et voilà, je vois déjà des gens acquiescer de l'autre côté. Et avec Signal, on peut faire également tout ce qu'on arrive à faire avec WhatsApp. Alors, je dirais qu'il faut également mettre en place des protocoles de confidentialité et d'anonymisation. Donc, héberger les données sur des plateformes locales sécurisées avec des droits d'accès clairs. Alors, quand nous parlons de risques sécuritaires, nous ne pouvons pas fermer cette porte-là sans parler des acteurs à mobiliser pour qu'à fin ou qu'au terme, on puisse dire que l'accessibilité aux données est vraiment une chose réelle et qu'il n'y a plus de restrictions dans l'espace numérique. Alors, en termes d'acteurs à mobiliser, il y a bien entendu les institutions publiques, les ministères, les agences nationales de statistiques, les municipalités. Il y a également les communautés locales et les ONG qui sont détentrices de données qualitatives et quantitatives parce que ces organismes-là mènent également des enquêtes et des diagnostics et donc ont des données à leur disposition. Il y a également le lot des universités ou encore des chercheurs qui sont capables de valider les méthodologies et de produire des analyses rigoureuses en termes de production de données. Alors, nous allons à présent aborder les indicateurs régionaux. Alors, quand on parle d'indicateurs régionaux, il faut comprendre qu'il y a un ensemble d'indicateurs régionaux communs que sont par exemple le nombre de langues ouvertes par jeu de données ouvert et vérifié. Et ça, c'est un indicateur qui est propre, je dirais, à plusieurs pays.
Il y a également, par exemple, la proportion de chercheurs locaux impliqués, par exemple, dans une collecte de données. Et il y a surtout l'existence d'un cadre de gouvernance conforme. Ces indicateurs doivent être comparables entre régions, mais aussi adaptés aux réalités locales, parlant par exemple du contexte, de la culture, mais également des langues. Et cela va créer une base de preuves solides pour un plaidoyer régional et pourquoi pas international. On pourrait même, en termes d'anecdotes, montrer une carte régionale qui comporterait certains pays et qui auront peut-être des codes communs en termes d'accès aux données. Par exemple, au Bénin, s'il y a, par exemple, plus de femmes victimes de violences, ces données pourraient peut-être on peut rendre ces données-là disponibles à des pays au niveau de la région qui ont également beaucoup de femmes qui sont victimes de violences, et on pourrait même faire des comparaisons sur le processus d'obtention de ces données, mais en même temps veiller à la protection de ces données-là pendant tout le processus de collecte. Alors, j'aborderai à présent les lacunes législatives prioritaires. Alors, ici, nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur l'absence de cadre légal de souveraineté des données sur un territoire, également sur le consentement individuel classique qui est inadapté au savoir collectif, et sur le cadre à défendre concernant la reconnaissance légale du consentement communautaire. Et donc, le savoir linguistique d'une communauté autochtone, par exemple, pourrait servir à entraîner un modèle commercial sans qu'aucun cadre légal le prévoit de consentement collectif ou de redevance. Et c'est à éviter ça. Alors, les données ne sont pas neutres, elles reflètent des rapports, mais surtout des rapports de pouvoir. Je l'ai dit à l'entame parce que le constat fait est que les données sont centralisées, les données ne sont pas à la disposition des citoyens facilement. Pour avoir accès à des données spécifiques, c'est que si vous avez accès à ces données, peut-être parce que vous avez la chance de participer à ces enquêtes-là, ou peut-être parce que c'est votre organisation qui a mené ces travaux-là. Et l'erreur à ne pas commettre lorsqu'on parle des données, c'est d'oublier d'impliquer les gouvernants. Parce qu'on a dit, lorsque nous voulons monter un plaidoyer efficace, il faudrait qu'on arrive à relever le challenge de les impliquer déjà à la base, les impliquer au moment où nous, en tant qu'organisation féministe ou en tant que réseau ou en tant qu'alliance, nous voulons procéder à ces enquêtes ou à ces collectes de données. Comme ça, au terme des travaux, nos résultats seront mieux valorisés dans notre pays et pourront peut-être être partagés avec d'autres pays de la région. Mais lorsque nous allons commettre l'erreur de ne pas les impliquer, je pense qu'on n'aura pas les gouvernants avec nous. Et entre-temps, si on avait pour objectif de monter, de faire un plaidoyer, on n'aura pas avec eux, on n'aura pas les gouvernants avec nous dans ce plaidoyer et on n'aura pas gain de cause et on va toujours revenir au bas de l'échelle. Parce que c'est au bas de l'échelle que les données sont centralisées. Je me suis posé la question après mon intervention tout à l'heure et j'ai compris que peut-être dans la salle, il y a d'autres qui se sont posé la question. Lorsque nous nous retrouvons en situation où nous avons l'impression que Internet a été coupé et que c'est peut-être un ordre qui vient du haut, comme on le dit souvent, en dehors du fait que nous avons la possibilité de faire recours aux outils dont j'ai parlé, je pense que dans nos États, je connais le cas de 3 pays pour avoir travaillé avec ces structures-là. Il y a des structures qui sont installées
quand on prend par exemple le cas du Togo, et le cas du Bénin, le cas du Congo, je ne sais pas pour le Nigeria, mais je sais qu'il y a l'ARCEP, qui est l'Agence de régulation des communications électroniques et de la poste, et auquel nous devons aussi faire recours. Parce que lorsque par exemple avec l'outil, nous rendons compte que c'est peut-être pas une coupure qui relève d'une volonté des gouvernants, c'est que nous devons pouvoir quand même signaler. Et l'ARCEP, dans la plupart des pays où cette institution se retrouve, offre la possibilité de remonter aussi l'information. Ah oui, nous avons un souci par rapport à l'Internet dans telle zone, et dans la collecte des données, nous devons toujours travailler à être très précis. C'est-à-dire de telle période, de telle heure à telle heure, cela a duré telle minute, telle durée de temps, et c'est à tel endroit, et avoir les détails. Si possible, peut-être que parfois c'est des informations retour que nous avons sur nos terminaux, et soit c'est sur l'ordi qui nous dit voilà erreur, ou bien le réseau est temporairement, tout ce qu'on peut lire, on doit pouvoir les capturer et les avoir comme preuve. Par exemple, au niveau de l'ARCEP, je sais qu'ils ont un numéro, c'est pour le dire en plus de ce que nous pouvons faire en ligne. Ils ont un numéro, je crois que ça doit être le numéro 131 pour le Bénin, et le Togo ça doit être 131, un truc comme ça je crois. C'est un numéro vert qu'on peut appeler et remonter l'information. Et lorsque nous remontons l'information, l'ARCEP aujourd'hui, dans la plupart de ces pays, s'est doté aussi du matériel pour faire le déplacement. Ils ont même décentralisé, où lorsque l'information est remontée d'une certaine manière, que c'est répété, immédiatement ils dépêchent du matériel pour faire le constat. Une fois que le constat est établi, voilà, donc je vais aller même plus vite. Donc une fois que le constat est établi, je pense que l'opérateur est interpellé, parce que dans beaucoup de cas, c'est l'opérateur qui a des défaillances au niveau de son matériel, mais puisque nous n'avons pas des données véritablement factuelles pour pouvoir nous en rendre compte, c'est que nous voyons tout de suite d'abord l'état. Et alors que nous pouvons aussi travailler à ce que les fournisseurs d'accès puissent d'abord faire leur part, parce que là également, les fournisseurs d'accès ne publient pas des rapports sur les défaillances qu'ils ont eues, pour qu'on puisse véritablement établir avoir une preuve de ce que ce n'est pas au niveau de nos gouvernants. Bon, j'avais parlé tout à l'heure d'une ligne du helpline. J'ai voulu partager un peu comment accéder. Ils ont leur site, et nous avons accessnow.org /help/ et leur mail également peut directement leur écrire help@accessnow.org, où c'est une plateforme en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est accessible, et c'est immédiat. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu ajouter. Merci.